Alors voilà, dans cette petite vidéo, on va passer au deuxième point, comment construire un assortiment. Premier point, c'était donc qu'est-ce qu'un assortiment, sa définition, les objectifs de l'assortiment, les contraintes internes et externes, et on a vu la notion d'univers avec la théâtralisation de l'offre. Et on a vu que chez Zodio, un manager peut finalement gérer son univers comme un store in the store. Hein, vous avez vu, c'est des petits magasins dans chacun des magasins. Voilà, alors maintenant on va voir comment on construit ce fameux assortiment. Alors, pour le construire, cet assortiment, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. Alors, il y a plusieurs problématiques. La problématique du distributeur, c'est que eh bien, le point de vente a une surface limitée qui doit répondre à une zone de chalandise spécifique. En revanche, sur le marché, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nos fournisseurs offrent un certain nombre de produits de différentes qualités à des prix variés. Il y a un grand choix de produits commercialisables. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Il y a plein de produits, je ne peux pas les prendre tous et je dois répondre à une zone de chalandise spécifique. Donc, vous voyez, il faut en plus que j'ai une certaine rentabilité sur mes produits parce que j'ai une finalité lucrative. Et en plus, il faut que je respecte certaines règles d'un facing minimal. Vous verrez, c'est 33 cm par produit pour qu'il soit visible. Donc, on en mettra autant qu'il faudra si le produit est très petit pour obtenir au minimum 33 cm sur un même produit. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Est-ce qu'il faut que je choisisse un assortiment étoffé ou réduit? Dans les deux cas, ça m'entraîne des problèmes. Si mon assortiment est large, ça veut dire que j'ai beaucoup de fournisseurs et donc j'augmente mes risques. Je peux cependant avoir des ristournes de gamme. Si j'ai un assortiment étroit, je vais avoir des coûts aussi liés à un certain nombre de stockages. Je vais avoir des coûts d'achat finalement qui peuvent être minimum en fonction de mes volumes et j'aurai donc des ristournes de volume. Voilà. Donc, assortiment étoffé ou réduit, pour les centrales d'achat, c'est important. On reprend ici le choix entre une demande et une concurrence, et puis une zone de chalandise, une segmentation. J'ai beaucoup de produits, quel choix faire? Alors, pour sélectionner des familles de produits. Alors, pour sélectionner des familles de produits, on verra que ce qui prime, c'est la logique d'achat du consommateur qui doit toujours guider votre décision. Regardez ici, si j'ai un magasin, je peux avoir des univers où on a des départements. Dans chaque univers, j'ai différents rayons qui correspondent le plus souvent à une pratique. Par exemple, disons ici une pratique sportive. Donc on va voir le sport collectif, la pêche, la randonnée, l'escalade. D'accord? Si je suis dans un type de rayon, je vais avoir ce qu'on appelle des sous-rayons. Sur chaque sous-rayon, ça va correspondre à une nature de produit par pratique. Alors, par exemple, si je suis dans les sports individuels, je vais avoir la balle de tennis, les skis, les palmes, etc., qui correspondra à chaque pratique sportive. Donc, je vais avoir des sous-rayons. Ensuite, dans le sous-rayon, je peux avoir aussi des grandes familles de produits. Par exemple, dans le sous-rayon balle de tennis, j'aurai les balles de tennis avec pression. Dans la famille des palmes, j'aurai les palmes d'apnée, les palmes classiques. Et dans les skis, je peux avoir les skis classiques et les skis de compétition. Voilà. Je peux encore segmenter et avoir différents modèles. Dans les skis de compétition, je peux avoir les skis Rossignol 7X, je peux avoir des skis de petite taille, etc. Elles sont déclinées en taille ou en couleur. Donc j'aurai différents modèles pour une nature de produit qui ici, dans le sport, conviendra à une pratique sportive qui, en fait, fait mon rayon, l'ensemble de mes rayons pouvant faire tout un univers et l'ensemble des univers pouvant faire le magasin. Voilà, donc dans les modèles, on va arriver au final à la référence par article, identifié avec une référence, le ski Rossignol 7X de taille 177. Donc voilà, on a vraiment au final le produit qui est l'article dans un type de modèle, dans un type de famille, dans un type de sous-rayon, dans un type de rayon, dans un type d'univers. Voilà. Alors, qui va construire cette gamme d'assortiments? Sachez que c'est la centrale qui va décider de cette gamme d'assortiments. Pour le faire, elle va travailler sur des panels, notamment des panels Nielsen. Alors, vous savez qu'un panel, c'est un échantillon permanent
donc de consommateurs qu'on va interroger pour savoir donc voilà quel type de produit ils veulent acheter. On va travailler aussi sur des données fournisseurs et puis bien sûr sur toutes les études professionnelles, les tendances du marché. Voilà, donc on regardera quels sont les produits qui vont être référencés. Ensuite, ils vont décider en quelle quantité il faut les vendre. Et bien là, ce sera toujours à partir des sources documentaires que la centrale d'achat va décider des quantités. La règle que vous devez connaître, c'est que les quantités sont proportionnelles à la part de marché. Si le marché, par exemple, des thés, on dit ici que ça représente 20% ici de mes boissons, admettons, là je vois du 20%, et bien dans mes ventes, il faudra que ça représente environ 20%. Les colas, alors là je suis sur de la progression, pardon, 10%, vous voyez, 10%, donc il faudra que j'ai des ventes qui correspondent dans mon rayon à peu près à 10% pour les thés. Les colas représentent 55%, donc ça doit représenter ici 55% de l'assortiment de toutes les boissons. Ici, les citrons, les limes, on voit 2%, donc ça doit représenter que 2% dans la gamme d'assortiment. Vous voyez, on va prendre sa gamme d'assortiment, et puis comme ça, on va construire le nombre de produits qu'on doit avoir par grande famille en fonction de la structure du marché. Ça correspond aux besoins. Alors, il est indispensable d'avoir les données du marché. C'est pour ça que dans votre PDUC, vous devrez toujours fournir un diagnostic externe. Donc, c'est pour ça qu'il faudra très rapidement commencer à travailler bien le marché, votre marché, en tout cas celui sur lequel vous travaillerez votre PDUC. Ensuite, dans une première étape, la centrale d'achat va regarder ce qui se passe sur le marché. On va essayer de quantifier ce qu'il faut vendre. Et maintenant, on va essayer de trouver dans une troisième étape les clés d'entrée. Alors, chaque clé d'entrée doit correspondre à un besoin élémentaire pour le consommateur. C'est-à-dire, on va essayer de prendre en compte le critère d'achat du consommateur. En fait, comment on peut découvrir une clé d'entrée? On interroge le consommateur sur sa demande. Qu'est-ce que vous cherchez? Et on va définir des critères d'achat en les hiérarchisant. Par exemple, ce que je recherche, c'est des eaux plates ou des eaux gazeuses. Ce que je recherche en premier, c'est si c'est une crème pour le visage ou si c'est une crème pour le corps, etc. Et donc, ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la clé d'entrée d'un rayon. Alors, parfois, vous aurez la possibilité de faire une réimplantation. Elle peut simplement consister à changer les clés d'entrée ou l'ordre des clés d'entrée de votre rayon. La hiérarchisation des clés d'entrée est fondamentale car elle permettra de construire le linéaire et donc le plan de base, c'est-à-dire la façon d'implanter vos produits. Alors regardez, pour essayer de clarifier tout ça. Suite à une enquête, vous découvrez les critères d'achat de vos clients, c'est-à-dire de leur processus, comment ils prennent la décision d'acheter là une chemise. Leur premier critère, c'est de voir si c'est une chemise de sport, une chemise de ville. Donc ici, vous avez chemise de sport ici, chemise de ville ici, donc elles sont implantées dans deux endroits différents. Leur deuxième critère, si la chemise est unie ou rayée. Chemise unie ou rayée. Chemise unie ou rayée. Et le troisième critère, si c'est une chemise avec des manches longues ou avec des manches courtes. Manches longues, manches courtes. Manches longues, manches courtes. Vous voyez, donc on va segmenter d'un côté les chemises de sport, de l'autre les chemises de ville. Si elles sont unies ou rayées, si elles sont longues, à manches longues ou à manches courtes. Pourquoi? Tout simplement parce que notre client, voilà sa clé d'entrée, voilà comment il prend sa décision, quels sont ses critères d'achat. Alors, si l'ordre des critères retenus, c'est donc chemise de ville, si le deuxième critère c'est manches longues, manches courtes, et le critère suivant c'est sport ou ville, la structure sera la suivante. On va d'abord mettre en valeur la ville et le sport dans deux endroits différents. On fera attention après de segmenter entre manches longues et manches courtes. Et dans les manches longues, on mettra les unis et les rayés. Et ici, dans les manches courtes, les unis et les rayés. On fera la même chose dans le sport. Parce que le critère retenu, c'est 1, 3, 2. D'abord ville, ensuite unis rayés, et ensuite manches longues, manches courtes. Si l'ordre des critères retenus, c'est 2, 3, 1, eh bien, nous mettrons d'abord tout d'un côté toutes les chemises unies. De l'autre côté, vous avez toutes les chemises rayées. Puis,
si ce sont des manches longues ou des manches courtes, et enfin pour la ville ou pour le sport. Vous voyez que ici nous allons avoir deux segmentations, deux implantations différentes en fonction des clés d'achat, des critères de décision de nos consommateurs. À travers cet exemple, on constate que plusieurs structures sont envisageables, que chacune d'elles est a priori acceptable, elles sont exclusives l'une de l'autre car chacune conduit à une seule implantation. Voilà. Ce qu'il faut, c'est savoir quels sont mes critères d'achat de mon client et je vais implanter en fonction de ces critères. Si j'en choisis un, je ne peux pas choisir l'autre, c'est pour ça, parce qu'il faut une seule implantation, elles sont exclusives. Donc regardez bien quand vous allez travailler sur l'implantation, notamment de familles de produits, quels sont les critères d'achat retenus. Vous pourrez, en fonction de ce que vous voyez en magasin, pouvoir trouver quels sont les critères qui ont été retenus pour implanter vos produits. Quelle est la bonne structure? C'est toujours pareil, c'est la logique d'achat du consommateur qui doit guider la décision. Alors, un petit exemple, là, issu justement de travaux de PDUC, d'exemples que j'ai trouvé donc toujours donc sur Motomeur, là, cette section MU qui est très développée. Les appareils photo numériques étaient rangés par prix. Les ventes moyennes étaient de 23 appareils par mois. On fait une petite enquête par sondage auprès des clients d'appareils photo numériques et le résultat donne ceci. Le client cherche d'abord l'ergonomie, c'est-à-dire le type d'appareil. Est-ce que c'est un compact? Est-ce que c'est un bridge caméra ou est-ce que c'est un réflexe? Ensuite, il cherche le prix. Ensuite, il cherche la résolution en pixels et à la fin, le zoom optique et numérique. Donc après l'étude, on va changer les clés d'entrée et on va classer les appareils d'abord par type, ensuite par prix. Quand on a fait cette réimplantation, ils se sont rendus compte que le résultat était de plus 3 par rapport à la moyenne. Donc en fait, vous voyez, on vendait plus d'appareils par mois juste en changeant l'implantation. Un autre exemple, Conforama a changé l'ordre des prix. Depuis l'allée principale, il a disposé les prix par ordre décroissant et les promos se trouvaient au fond. Et en changeant ce type d'implantation, eh bien, là encore, il est arrivé à des résultats tout à fait satisfaisants. Voilà, donc retenez bien que c'est la logique d'achat du consommateur qui doit guider